Chaque année, dans le monde, on ne fabrique que quelques centaines de machines de guerre capables de changer le cours d'un conflit. L'AH-64 Apache en fait partie. Ce n'est pas juste un hélicoptère, c'est un prédateur high-tech du ciel, capable de voir dans le noir, de frapper au-delà de l'horizon et d'encaisser des coups qui mettraient en pièces n'importe quelle autre machine. Son cœur est forgé d'aluminium, de titane et de composite. Et son cerveau, c'est de l'électronique de pointe. Mais il y a un détail dont on ne parle jamais dans les sources publiques. Reste jusqu'au bout et tu découvriras un secret qui changera à jamais ta vision de l'Apache. Concevoir un AH-64 Apache, c'est un processus incroyablement complexe et itératif, qui dure des années et mobilise des centaines d'ingénieurs et de spécialistes. À ce stade, on utilise les technologies informatiques les plus avancées, notamment les systèmes de conception assistés par ordinateur. Grâce à eux, on crée des modèles tridimensionnels ultra détaillés de chaque pièce de l'hélicoptère, du fuselage massif jusqu'aux plus petits boulons et conduites hydrauliques. Cette approche permet de réaliser des dizaines de tests virtuels. Les ingénieurs utilisent l'analyse par éléments finis pour simuler les contraintes sur chaque pièce, vérifier sa résistance aux vibrations, aux hautes températures et aux forces aérodynamiques. Cela permet de détecter et de corriger les défauts potentiels bien avant la construction du premier prototype physique, réduisant ainsi le temps de développement et le coût de production. En parallèle de la modélisation virtuelle, on procède à un choix de matériaux extrêmement rigoureux. Rien n'est laissé au hasard. Chaque matériau est sélectionné en fonction de sa contribution à la solidité, à la légèreté et à la durabilité de l'appareil. La structure principale de l'hélicoptère repose sur des alliages d'aluminium à haute résistance, comme la série 70-75, offrant un équilibre optimal entre solidité, poids et résistance, parfait pour les éléments structurels du fuselage. Pour les pièces critiques, soumises à des charges extrêmes, réducteurs, fixation du rotor, section blindée, on utilise le titane. Plus résistant que l'acier, plus léger aussi, et capable de supporter la corrosion, comme les hautes températures. C'est la clé pour rester fiable en conditions de combat. Impossible d'imaginer l'Apache moderne sans les matériaux composites à base de fibres de carbone et de fibres de verre. Ces composites servent pour les pales du rotor principal et du rotor de queue, certaines parties du fuselage et l'empennage arrière. Leur atout majeur, une résistance incroyable pour un poids minimal. Grâce à eux, on réduit la masse globale, tout en donnant aux pièces des formes complexes et profilées, améliorant l'aérodynamique et réduisant la signature radar. La construction modulaire, assembler le puzzle de guerre. Le fuselage de l'AH-64 Apache, malgré son allure monolithique, est en réalité constitué de nombreuses sections fabriquées séparément dans différents ateliers, puis assemblées. Cette approche modulaire est la clé pour garantir précision, qualité et efficacité. Tout commence par la fabrication de la section avant, le cockpit. Véritable centre nerveux, on y installe d'abord les tableaux de bord, ordinateurs de bord, câblage complexe et système de contrôle de vol, avant de la raccorder au reste. Travailler sur une section indépendante permet aux techniciens d'avoir un accès complet à tous les composants, facilitant ainsi installation, réglage et vérification. Vient ensuite la section centrale, véritable colonne vertébrale. Elle accueille les moteurs, la transmission principale et les réservoirs de carburant. On y fixe aussi les blindages protégeant l'équipage.
Cette section subit les charges les plus importantes en vol, d'où l'utilisation des alliages les plus robustes et d'un contrôle qualité impitoyable. On fabrique aussi séparément la poutre arrière, qui supporte le rotor de queue. Elle doit être à la fois légère et extrêmement rigide pour transmettre le couple du réducteur principal et résister aux fortes vibrations. Une fois toutes les sections prêtes, elles partent sur la ligne d'assemblage finale. C'est là que les maîtres artisans assemblent tout, avec des gabarits ultra précis, pour que tout s'emboîte au millimètre. On fixe les sections par des milliers de rivets et de boulons haute résistance. Cette construction modulaire simplifie l'assemblage et facilite grandement l'entretien. Une section endommagée peut être remplacée sans démonter tout l'hélicoptère. Une fois le fuselage assemblé, on y fixe les ailes latérales, le train d'atterrissage et d'autres équipements. Ce n'est qu'après cela que l'Apache passe à l'étape suivante: installation des moteurs, rotors, systèmes électroniques et armement. Cette méthode séquentielle et réfléchie garantit la fiabilité et l'efficacité de l'AH-64 Apache tout au long de sa carrière. Le développement de l'Apache a commencé dans les années 1970. Premier vol en 1975, mais entré en service seulement en 1986. En plus de 30 ans, on a produit plus de 2464 Apache. Il reste l'hélicoptère d'attaque principal de nombreux pays. Son nom, Apache, a été choisi en hommage à une tribu amérindienne, selon la tradition de l'armée américaine, qui donne à ses hélicoptères des noms de peuples autochtones. L'une des forces majeures de l'Apache, c'est son système de visée avancée. Il inclut le système de détection et de désignation de cibles, avec capteur de vision nocturne pour pilote, en anglais Target Acquisition and Designation Site / Pilot Night Vision Sensor. Ce sont, en quelque sorte, les yeux de l'hélicoptère. Ils permettent à l'équipage de repérer, identifier et engager des cibles de jour comme de nuit, et même par mauvais temps. Les images des capteurs s'affichent directement sur les viseurs de casque des pilotes, qui peuvent ne pointer les armes, simplement en tournant la tête. Les versions les plus récentes, comme l'AH-64 Delta ou Echo, sont équipées du radar Longbow, monté au-dessus du rotor principal. Ce radar peut détecter jusqu'à 1000 cibles mobiles et les classer en quelques secondes, même si l'hélicoptère est caché derrière une colline. Résultat, l'équipage peut engager l'ennemi sans s'exposer, un avantage tactique énorme. Chaque année dans le monde, plus de 2000 missiles de croisière sont lancés. Mais un seul peut voler à 50 mètres d'altitude, se faufiler sous les radars, parcourir plus de 1600 km et frapper sa cible avec une précision chirurgicale. Son nom? Tomahawk. Mais comment conçoit-on une machine de mort qui pense, voit, décide et ne se trompe jamais? Aujourd'hui, on va entrer dans les laboratoires et les ateliers de pointe, où naît chaque composant de ce missile. Et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras un secret que même les manuels militaires ne racontent pas. Et toi, tu sais si ton pays fabrique des missiles de croisière? Écris-le en commentaire. La conception du Tomahawk, c'est une symphonie de formules, de vecteurs et de calculs. Les ingénieurs ne dessinent pas juste un fuselage. Ils résolvent des équations qui doivent traverser l'air au centimètre près. Chaque surface, chaque courbe, chaque ouverture de tuyère est modélisée dans des logiciels de conception assistés par ordinateur, testés en simulation aérodynamique. Objectif: créer un corps capable de parcourir plus de 1600 km, tout en restant presque invisible au radar, et parfaitement stable à 30 ou 50 mètres du sol. Ce n'est pas juste un missile,
C'est un petit avion de reconnaissance, en mission suicide. Dans les simulateurs numériques, on teste la force du vent, la résistance à 880 km/h, l'effet de la pluie, de la poussière, du sel marin. On vérifie même comment la navigation réagit en cas de brouillage ou de redémarrage du système embarqué. Une seule erreur, et au lieu de toucher sa cible, le missile frappe une grange au milieu de nulle part. Toutes les pièces, fuselage, électronique, cœur du système, tiennent dans un cylindre de presque 6 mètres de long et un demi-mètre de diamètre. C'est un art à part entière, emballer la mort, avec élégance. Ce n'est qu'après des dizaines de simulations et de lancements virtuels que la fusée passe à la fabrication réelle. Les plans sont alors transmis aux usines, avec équipement de précision et climat strictement contrôlé. Pas le droit à la moindre fissure, ni même un micron de trop. Le corps du missile, un tube de plus de 5 mètres et demi de long, un peu plus d'un demi-mètre de large, est assemblé par sections, à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, parfois enrichis de titane. C'est une structure aérodynamique parfaitement calibrée, conçue pour résister aux vibrations, à la pression de l'air, aux changements de température, et même aux explosions proches. Les pièces sont découpées au laser ou par jet d'eau, avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Ensuite vient la mise en forme. D'énormes presses hydrauliques plient le métal comme s'il était du tissu. La soudure se fait dans une atmosphère inerte, souvent par des bras robotisés, pour éviter toute particule d'oxygène ou de poussière. Tout se déroule dans des cabines isolées, à température et humidité parfaitement stables. Les techniciens contrôlent chaque heure les micro-fissures par ultrasons, polissent les jonctions, appliquent des revêtements anti-corrosion. Même l'inscription Tomahawk est posée à ce stade, non pas pour faire joli, mais pour marquer le numéro de version, de lot, l'historique du missile. Le moteur? Un turboréacteur compact, le Williams F-107, semblable à celui d'un petit avion, mais conçu pour une précision extrême et une manœuvrabilité hors norme. Pour le construire, il faut des matériaux capables de résister à 1000 degrés Celsius et des machines opérant au millimètre près. Les pales de turbine sont faites d'alliage de nickel, dans une forme qui tient plus de la sculpture que de la pièce industrielle. Elles sont moulées en fonderie de précision, puis polies jusqu'au miroir, pour minimiser la résistance de l'air. Le compresseur et la chambre de combustion sont une mosaïque complexe. Bagues, joints, carters. Chaque pièce est testée pour son étanchéité, car un minuscule défaut, et le missile ne décolle même pas. La tuyère est en alliage thermorésistant, conçu pour supporter les flammes, sans se déformer. Sa forme est calculée pour offrir un maximum de poussée, avec un minimum de carburant. Le montage du moteur se fait en salle blanche, comme en laboratoire. Technicien en combinaison stérile, température contrôlée, humidité stable, chaque geste est mesuré. Une fois monté, chaque moteur est testé individuellement dans une chambre spéciale. On y injecte du carburant aéronautique, on lance la séquence et le moteur simule un vrai vol, sauf qu'il reste fixé sur une dalle bardée de capteurs. Les tests durent plusieurs heures. On contrôle la stabilité des tours, la température de la tuyère, la consommation de carburant, les vibrations, même le bruit. Car oui, le son pourrait trahir la position du missile en vol. Et seulement lorsque le moteur a chanté en hangar, on l'installe dans le corps du Tomahawk. C'est comme si on lui insufflait la vie, chaude, bruyante, mais maîtrisée à la goutte près. Le fuselage est prêt, le moteur en place. Mais le missile, lui, n'est pas encore vivant. Il ne sait encore rien. Il faut l'éveiller. À l'intérieur, un véritable cerveau.
Microprocesseurs, capteurs, antennes, mémoire. Lorsqu'on l'assemble, tout ça est silencieux. Mais dès qu'elle reçoit sa première impulsion électrique, la machine se réveille. Sa navigation est un ensemble de systèmes combinés. Des capteurs inertiels gardent le cap, même en cas de coupure totale. Le système de géolocalisation corrige la trajectoire sur des centaines de kilomètres. Mais surtout, elle voit. Des caméras analysent le relief. Chaque colline, ravin, pont est comparée à la carte en mémoire. S'il y a une forêt là où il devrait y avoir un champ, elle comprend que quelque chose cloche. Et elle décide. Le système de pilotage, c'est un réseau nerveux. Souple, réactif, précis. Les petits gouvernes et stabilisateurs ajustent chaque angle, chaque montée. Ils ne voient pas la route, mais ils savent comment voler, comme un funambule dans le noir, sans filet. Et enfin, le plus important, ce qui transforme un bijou d'ingénierie en arme, sa charge explosive. À l'extérieur, un simple cylindre. Mais à l'intérieur, un explosif capable de percer du béton, de détruire des blindés, de pulvériser des abris. On le fabrique à part, en environnement stérile. Aucune étincelle, aucun électron libre. Tout est froid, calme, maîtrisé. Ici, on ne corrige pas les erreurs. On les empêche. Avant l'assemblage final, chaque composant est contrôlé. Rayon X, vibration, électronique. Puis vient le montage. Silencieux. Lent. Comme si quelqu'un assemblait une vieille horloge qui ne sonnera qu'une seule fois. Et quand tout est prêt, le missile repose dans son conteneur. Il ne clignote pas. Il ne fait pas de bruit. Il attend. Son vol est encore à venir. Mais lui est déjà prêt. Chaque année, plus d'1 milliard de tonnes de fonte sont coulées dans le monde. Mais d'où vient ce métal de feu? Imaginez un four gigantesque, haut comme un immeuble de 35 étages, qui ne dort jamais. Ses entrailles brillent comme le noyau de la Terre, et la température y atteint 2000 degrés. C'est le haut fourneau. Ici, on ne fait pas que fondre du métal. Ici naît le cœur de l'industrie. Mais il y a un secret que seuls ceux qui se tiennent près du trou de coulée connaissent. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous saurez ce qui se passe réellement au centre de cette forteresse en feu. Et pourquoi cela change tout. Imaginez une tour colossale, plus haute qu'un gratte-ciel de 35 étages. Le sol sous vos pieds vibre légèrement de son travail incessant, et l'air est empli d'un grondement semblable à la respiration d'une bête géante. La nuit, son sommet rougeoie, chassant l'obscurité. C'est le haut fourneau, une fonderie verticale colossale, où, sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se produit la magie de la transformation du minerai en métal. Pourquoi haut fourneau? Ce nom vient de sa structure imposante, et ce n'est pas un hasard. Le grand secret du haut fourneau, c'est l'injection continue d'un air incroyablement chaud, qui entretient le feu et déclenche tous les processus nécessaires. Si l'on coupait un haut fourneau en deux, on verrait qu'il ressemble à une bouteille allongée. Chacune de ces parties a son nom et sa fonction. Les parois du haut fourneau sont revêtues de l'intérieur de briques réfractaires spéciales, capables de résister à des températures qui feraient fondre la pierre. C'est une véritable forteresse, construite pour dompter le feu. Alors,
Que jette-t-on dans cette gueule ardente? Le processus ressemble à la préparation d'un plat selon une recette très stricte. Le mélange d'ingrédients chargés dans le four s'appelle la charge. Voici ses principaux composants: le minerai de fer, le combustible, le coke et les fondants. Ces trois composants sont chargés dans le four en couches strictement définies. Une couche de coke, puis une couche de minerai avec les fondants, de nouveau du coke, et ainsi de suite. Toutes les quelques minutes, une nouvelle charge de plusieurs dizaines de tonnes est enfournée. Le minerai de fer est la base de tout. En général, on n'utilise pas simplement le minerai extrait du sol, mais de l'aggloméré ou des boulettes spécialement préparées. Il s'agit de fines particules de minerai frité ou de billes de concentré de minerai roulé. L'objectif principal est que la matière première contienne le plus possible de composés de fer et d'oxygène, desquels il faudra ensuite extraire cet oxygène. Le coke est du charbon de houille, grillé, dans des fours spéciaux, sans accès à l'air. Après un tel traitement, il devient solide, poreux et brûle, en dégageant une quantité énorme de chaleur. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Le carbone, qui compose le coke, est le principal magicien qui transforme le minerai en métal. Le fondant est le plus souvent du simple calcaire. À quoi sert-il? Le minerai et le coke contiennent toujours des impuretés inutiles, ce qu'on appelle la gangue. Le calcaire aide à lier ces impuretés, formant un laitier facilement fusible. Voilà, la charge est enfournée. Et maintenant, c'est là que le plus intéressant commence. Deux flux se déplacent l'un vers l'autre. D'en haut, les couches de charge descendent lentement, tandis que d'en bas, un ouragan de gaz incandescent monte à leur rencontre. Tout commence en bas, dans le creuset. Par des tuyères spéciales, de l'air chauffé à 1200 degrés, Celsius est injecté dans le four sous une pression énorme. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. Au contact du coke incandescent, l'oxygène de l'air s'enflamme instantanément. La température dans cette zone grimpe jusqu'à 2000 degrés. Il se forme alors du dioxyde de carbone. Mais en montant plus haut et en traversant de nouvelles couches de coke, il se transforme en un autre gaz, le monoxyde de carbone. Et ce gaz, c'est un véritable voleur d'oxygène. En s'élevant de plus en plus haut dans la cuve du four, ce flux de gaz incandescent enveloppe les morceaux de minerai et commence à en arracher avidement l'oxygène, laissant derrière lui du fer réduit et spongieux. Le fer réduit poursuit son voyage vers le bas, dans des zones de plus en plus chaudes. Il traverse les couches de coke incandescent et, comme une éponge, commence à absorber son carbone. Et là, une chose étonnante se produit. Le fer pur fond à une température très élevée de 1539 degrés, mais l'enrichissement en carbone abaisse considérablement ce point de fusion. C'est pourquoi, dans le haut fourneau, on n'obtient pas du fer pur, mais son alliage avec le carbone, la fonte, qui devient liquide dès 1200 degrés. Toutes les 40 à 60 minutes environ, une quantité suffisante de produits liquides s'accumule dans la partie inférieure du four. C'est le point culminant. Un spectacle envoûtant. Un ouvrier du haut fourneau, le fondeur, à l'aide d'une perceuse spéciale, ouvre une ouverture dans la paroi du four, le trou de coulée. D'abord, on évacue le laitier. Il est plus léger que la fonte. Il flotte donc à la surface. C'est une masse en fusion, semblable à de la lave, qui s'écoule dans des poches spéciales. Et puis, ensuite, on ouvre le trou de coulée de la fonte. Et de là, avec un rugissement, jaillit un flot éblouissant et scintillant de métal en fusion. C'est la rivière de feu. La température de ce flot est d'environ 1500 degrés. Il s'écoule par des rigoles spéciales, inondant tout de sa lumière aveuglante, et remplit des poches gigantesques, semblables à des wagons-citernes.
Chacune de ces poches contient des centaines de tonnes de métal liquide. Ensuite, la fonte poursuivra sa prochaine étape. Soit elle sera coulée dans des moules, soit, ce qui est plus fréquent, elle sera envoyée pour être transformée en acier. Le haut fourneau est une production étonnante qui ne donne pas seulement de la fonte. Les sous-produits sont tout aussi importants. Le laitier de haut fourneau, que nous avons déjà mentionné, devient après refroidissement et broyage une matière première précieuse pour la production de ciment, de blocs de construction et de revêtements routiers. Le gaz de haut fourneau qui sort du four n'est pas rejeté dans l'atmosphère. Il est dépoussiéré et utilisé comme combustible pour chauffer ce même air qui est injecté dans le four. On obtient ainsi une sorte de cycle fermé qui rend le processus plus économique. Bien sûr, la sidérurgie représente un défi écologique majeur. Cependant, les technologies modernes ne cessent d'évoluer. Lors de la modernisation des hauts fourneaux, on installe de puissants filtres et systèmes de dépollution qui capturent la poussière et les gaz nocifs. Les scientifiques et les ingénieurs du monde entier travaillent à la création de technologies vertes. Par exemple, l'utilisation de l'hydrogène à la place du coke pour rendre la production de métal plus propre. Mais pour l'instant, le haut fourneau reste le roi de la sidérurgie. Et chaque fois que vous voyez un pont, un gratte-ciel ou un train, souvenez-vous de ces géants de feu et des hommes qui domptent les rivières de feu pour donner au monde une base solide et fiable. Pendant 75 ans, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1970, les États-Unis ont été le leader mondial incontesté de la production de fonte, d'acier et de produits laminés. Durant cette période, la sidérurgie américaine n'était pas seulement une branche de l'industrie, mais la clé ou le baromètre de l'économie américaine. Dans les années 1920, par exemple, le pays produisait environ la moitié de la fonte mondiale. Imaginez, 1 tonne sur 2 de ce métal stratégique dans le monde naissait précisément dans les hauts fourneaux américains. Vous n'imaginez pas à quel point la fabrication des câbles d'acier pour les ponts est un processus fascinant et impressionnant. J'ai récemment eu la chance de visiter l'une de ces usines et c'était une véritable célébration du génie et de la perfection technologique. Imaginez-vous, vous êtes dans un immense atelier où l'air est empli des sons du métal, d'énormes bobines de fils d'acier qui, tels des serpents gigantesques, se déroulent et s'entrelacent pour former des câbles incroyablement résistants, capables de supporter le poids de ponts entiers. Ce ne sont pas de simples fils, mais de véritables artères qui incarnent la force et la fiabilité, sans lesquelles les constructions modernes ne pourraient exister. Tout commence par le choix de la matière première, un fil d'acier de haute qualité, qui doit posséder une résistance et une flexibilité exceptionnelles. Ces fils passent par un processus de tréfilage à froid où d'épaisses barres d'acier sont étirées à travers des filières spéciales, réduisant progressivement leur diamètre pour en faire des brins fins, mais extrêmement solides. Ce processus ne se contente pas d'affiner le fil. Il améliore ses propriétés mécaniques, le rendant résistant à la rupture et à la fatigue. Imaginez que chaque mètre de ce fil peut supporter des charges énormes, tout en restant souple et élastique. Une fois le fil prêt, le plus intéressant commence, la formation du câble d'acier. Des dizaines et parfois des centaines de ces brins sont d'abord toronnés, puis tressés en structures complexes qui assurent une résistance et une durabilité maximale. Chaque couche de fil a sa fonction. Les brins intérieurs supportent la charge principale
tandis que les brins extérieurs protègent de l'usure et de la corrosion. L'ensemble du processus ressemble à la création d'un tissu vivant, où chaque fil est une fibre distincte qui, ensemble, forment un tout solide et fiable. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est la précision et le contrôle avec lesquels ces câbles sont fabriqués. Chaque étape est accompagnée de tests rigoureux. On vérifie la résistance à la rupture, la résistance à la flexion et l'impact des conditions météorologiques. Les tests sont effectués à l'aide d'équipements spéciaux qui simulent les contraintes que le câble subira lors de son exploitation sur un pont. Ce n'est qu'après avoir passé tous les tests que les câbles reçoivent le feu vert pour être utilisés dans la construction. Un autre moment fascinant est l'application des revêtements de protection. Les câbles d'acier sont recouverts de couches anticorrosion spéciales qui leur permettent de résister à des années d'exposition à l'humidité, au sel et aux ultraviolets. C'est extrêmement important, car les ponts sont souvent situés dans des environnements humides ou dans des zones au climat agressif. Grâce à ces revêtements, les câbles non seulement conservent leur résistance, mais prolongent également la durée de vie du pont, garantissant sécurité et fiabilité. Imaginez l'ampleur de la production. Des usines capables de fabriquer des milliers de tonnes de câbles d'acier par an, déroulant et tressant des centaines de kilomètres de fil. Les fabricants américains, par exemple, ont des décennies d'expérience et appliquent les technologies les plus modernes, ce qui leur permet de créer des câbles pour les ponts les plus célèbres du monde. On sait que l'entreprise American Bridge a posé plus d'un demi-million de miles de câbles d'acier pour des ponts suspendus, un véritable record qui témoigne de l'ampleur et de l'importance de cette industrie. Un autre aspect qui m'a frappé, c'est le rôle des ingénieurs et des technologues qui améliorent constamment les processus de production. Ils travaillent à rendre les câbles encore plus solides, plus légers et plus résistants aux charges extrêmes. L'utilisation de nouveaux alliages, l'amélioration des méthodes de torronnage et de revêtement, tout cela fait des câbles d'acier modernes de véritables chefs-d'œuvre de l'ingénierie. Pendant ma visite, j'ai vu d'énormes bobines de fil d'acier se déplacer en douceur sur des convoyeurs. Le fil passait par le tréfilage à froid et les artisans contrôlaient chaque centimètre de ce processus. C'était comme assister à la naissance d'un être vivant, qui deviendra bientôt une partie d'une structure grandiose, supportant des centaines de tonnes et résistant à toutes les épreuves du temps et des éléments. Les fabricants américains, comme l'American Bridge Company, ont une immense expérience dans la fabrication de câbles d'acier pour les plus grands et les plus célèbres ponts du pays. Ils produisent des milliers de tonnes de câbles chaque année, en utilisant des technologies modernes et un contrôle qualité rigoureux. On sait que pour les ponts suspendus, on utilise des câbles à structure multicouche capables de supporter des charges de plusieurs centaines de tonnes par pouce carré. Lors de la construction du pont de Brooklyn, par exemple, chacun des câbles principaux était composé de 19 torons distincts, et chaque toron de 278 fils. Cela assurait une marge de sécurité énorme, permettant au pont de supporter non seulement le poids de sa propre structure, mais aussi le trafic et l'impact des éléments. Cette approche reste d'actualité aujourd'hui. Les câbles d'acier modernes pour pont sont fabriqués en tenant compte de multiples marges de sécurité et de fiabilité. La production de câbles d'acier aux États-Unis est une combinaison de tradition et d'innovation, où le savoir-faire des ingénieurs et des technologues est complété par des lignes automatisées et des équipements modernes. Chaque étape, du choix de la matière première à l'application des revêtements de protection, est contrôlée avec la plus grande attention, car la sécurité de milliers de personnes qui empruntent les ponts chaque jour en dépend.
Quant aux entreprises européennes, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, ainsi qu'en Ukraine, en Roumanie et en Pologne, elles jouent un rôle crucial dans la fourniture de câbles d'acier pour la construction de ponts de toute taille, des passerelles piétonnes urbaines aux immenses ponts suspendus et à haubans. Le processus de production commence avec un fil d'acier de haute qualité qui subit un contrôle strict de sa composition chimique et de ses propriétés mécaniques. En Europe, la production est souvent réglementée par les normes DIN et EN, ce qui garantit la conformité des produits aux exigences techniques les plus élevées. Ces normes définissent les paramètres du matériau, la construction des câbles, le type de câblage, le degré de torsion et même le type de revêtement de surface des fils, ce qui permet d'adapter le produit à des conditions d'exploitation spécifiques. Les ponts modernes sont l'aboutissement de millénaires d'évolution de la pensée technique, où se marient tradition, innovation et matériaux de pointe. Ils ne se contentent pas de relier des rives, mais deviennent des symboles de ville, des monuments culturels et des chefs-d'œuvre techniques qui frappent l'imagination et inspirent de nouvelles générations d'ingénieurs. Parmi les merveilles de l'ingénierie moderne, on peut citer la roue de Falkirk en Écosse, un ascenseur à bateau rotatif unique qui relie deux canaux et permet de soulever les bateaux à 180 degrés. Cet ouvrage n'est pas seulement fonctionnel, il impressionne aussi par son design futuriste. Les ponts suspendus, comme le Golden Gate à San Francisco, illustrent l'utilisation de câbles d'acier qui supportent des charges énormes et assurent la longévité des structures. On le sait bien, les États-Unis dominent largement le marché du recyclage du papier, avec environ 60% de leur vieux papier transformé en nouveaux produits. Une usine de recyclage du papier, là-bas, c'est un concentré de haute technologie. On y suit un processus précis, étape par étape, pour donner une seconde vie à de simples emballages, journaux ou cartons. C'est bluffant. Alors regardons de plus près comment ça se passe, pas à pas. D'après l'Agence américaine de protection de l'environnement, on collecte chaque année aux États-Unis environ 65 millions de tonnes de déchets de papier. Cela inclut le papier, le carton, les journaux, les magazines et d'autres formes de produits papetiers. En général, la planification et l'organisation de cette collecte sont assurées par plusieurs organismes et institutions. Dans bon nombre de villes et de régions, des services spécialisés gèrent la récupération et le tri des déchets, y compris le papier à recycler. Souvent, cela fait partie d'une stratégie globale de gestion des ordures, avec des tournées régulières dans les quartiers résidentiels. À côté de ça, on trouve aussi des entreprises privées qui se consacrent à la collecte et au traitement de toutes sortes de déchets, dont le papier. Elles proposent leurs services aux entreprises, aux administrations, et peuvent même installer des conteneurs de tri dans l'espace public. On trouve également des stations de tri et des centres de dépôt spécialisés qui reçoivent des classes le papier avant de l'envoyer vers les usines de recyclage. Certains collaborent avec les autorités locales ou des sociétés privées pour mieux organiser la collecte. Dans de nombreuses communautés, des associations à but non lucratif et des groupes de bénévoles se mobilisent. Ils créent des programmes de sensibilisation et animent des campagnes écologiques pour encourager le recyclage du papier. Les grandes entreprises, en particulier dans la distribution ou la production d'emballages, mettent aussi en place leur propre programme de récupération du papier et d'autres matériaux. Elles gèrent et financent souvent tout le processus. Au final, toutes ces structures travaillent la main dans la main pour assurer une gestion optimale de la collecte et de la valorisation du papier.
Chaque jour, on récupère en moyenne près de 178 000 tonnes de vieux papier, ce qui équivaut, grosso modo, au poids de 33 600 camions. Dingue, non? Les services municipaux ou les entreprises de gestion des déchets organisent le ramassage dans les zones où le papier s'accumule. Chez les particuliers, dans les bureaux ou dans les usines. Ça peut être un ramassage hebdomadaire ou des opérations de collecte plus ponctuelles. Parfois, des centres de dépôt font office d'étape intermédiaire. Les gens et les entreprises y apportent directement leur papier pour qu'il soit en un quoi trié, puis envoyé vers les usines. Ça se fait surtout dans les grandes sociétés, qui veulent maîtriser la qualité de leurs déchets sans dépendre d'un système de collecte standard. Une fois le papier usagé collecté, selon son type et sa quantité, on l'achemine vers des stations de tri spécialisées ou directement aux usines de recyclage. On utilise de gros camions, voire le train, si les volumes sont particulièrement importants. Tenez par exemple, la société Nine Dragons, basée à Hong Kong, l'un des plus grands producteurs de carton au monde, a investi 500 millions de dollars pour agrandir plusieurs papeteries aux États-Unis. Et oui, ça circule aussi à l'international. Au début, tout le papier récupéré arrive dans une zone dédiée, où a lieu la première phase de tri. En général, on utilise des systèmes mécaniques pour faire le gros du travail. Dans un premier temps, de grands tamis retiennent les objets volumineux, comme le plastique ou le métal. La maille est pensée pour laisser passer le papier et le carton, et bloquer tout ce qui est trop gros. S'il y a des agrafes ou des petits morceaux métalliques, on les retire grâce à d'imposants aimants industriels. Souvent, ces aimants font la taille d'un petit placard, voire plus, et peuvent peser des centaines de kilos. Intégrés au convoyeur, ils génèrent un champ magnétique ultra puissant qui attire instantanément le métal en mouvement au milieu de la masse de papier. Ensuite, le papier passe sur un tapis roulant pour un tri plus précis, grâce à différentes technologies. Systèmes optiques dernier cri, courant d'air, convoyeurs à grande vitesse ou encore séparateurs électrostatiques. Les dispositifs de tri optique, en particulier, sont parmi les plus performants. Ils utilisent des capteurs et des caméras pour repérer chaque type de papier selon sa couleur ou sa texture. Un journal ne ressemble pas à un carton, par exemple, et ces nuances sont détectées automatiquement. Le flux de papier est alors orienté d'un convoyeur à l'autre, parfois sous des jets d'air qui écartent les matériaux plus légers, comme les journaux, des plus lourds, comme le carton. Les séparateurs électrostatiques, eux, exploitent des champs électriques pour distinguer divers types de papier et de carton selon leurs propriétés électrostatiques. On élimine ensuite ce qui n'est pas recyclable à ce stade. Dans certaines usines, surtout les plus grandes, on a encore besoin d'une équipe de tri manuel pour compléter le travail des machines, car même les meilleurs systèmes ne repèrent pas tout. Il faut aussi enlever les résidus de nourriture, qui peuvent rester sur les emballages ou les cartons. Pour ça, on recourt parfois à un lavage ou un nettoyage mécanique. Une fois que le papier est bien réparti par catégorie, on passe au broyage et au compactage. Comme il existe différents types et structures de papier, il faut tout réduire à un matériau homogène avant la suite du processus. Des machines spécifiques découpent carton, journaux et autres papiers, puis la matière est comprimée en ballots ou en bobines, afin de faciliter le stockage et le transport. Enfin, on purifie soigneusement le papier pour éliminer tout résidu susceptible de gêner la production suivante. Grâce à ces procédés de pointe, les usines américaines de recyclage atteignent un niveau de propreté et d'efficacité impressionnant.
Résultat, on peut réintroduire le papier dans le circuit et fabriquer de nouveaux produits, avec un minimum de pertes. Plutôt malin, non? Chaque heure, plus de 5000 tonnes de briques réfractaires sont cuites dans le monde. Mais rares sont ceux qui savent qu'à l'intérieur de ces briques se cache un matériau capable de résister à une température de plus de 1600 degrés, comme le cœur d'un volcan. Ce n'est pas un simple matériau de construction, c'est une armure qui protège les hauts fourneaux, les poches de coulées d'acier et même le foyer de votre cheminée. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la production la plus brûlante de la planète. Et à la fin, vous découvrirez un secret que même les ingénieurs taisent. À la base de tout, il n'y a pas l'argile rouge ordinaire utilisée pour les briques de construction, mais une variété spéciale, l'argile réfractaire, ou kaolinique. Son caractère unique réside dans sa composition chimique, dominée par deux oxydes, l'oxyde d'aluminium et le dioxyde de silicium. C'est leur teneur élevée et leur juste proportion qui confèrent à la matière première sa principale propriété, une température de fusion extraordinairement haute. Pour donner au produit final stabilité et prévisibilité, les fabricants ont recours à une astuce technologique. Une partie de l'argile extraite n'est pas immédiatement envoyée en production, mais est d'abord cuite dans des fours à une température allant jusqu'à 1500 degrés. Au cours de ce processus, l'argile perd sa plasticité, se frite et se transforme en un matériau très solide, dur comme la pierre, que l'on appelle la chamotte. Cette chamotte est ensuite broyée et utilisée comme composant principal, auquel on ajoute une certaine quantité d'argile fraîche et plastique qui servira de liant. Cette approche résout un problème clé. Elle réduit considérablement le retrait des pièces lors du séchage et de la cuisson finale, prévenant ainsi les déformations et les fissures. Le processus commence donc par la préparation des composants. L'argile extraite et d'autres roches, ainsi que la chamotte préalablement préparée, arrivent sur la ligne de broyage. Les mâchoires géantes des concasseurs brisent les gros morceaux, puis les broyeurs à cylindres et à boulets les pulvérisent inexorablement, jusqu'à obtenir une fine poudre à la granulométrie précisément définie. Le contrôle de la taille des grains est extrêmement important, car la future densité, et par conséquent la solidité et la conductivité thermique de la brique, dépendent de la manière dont les particules de différentes tailles pourront se compacter. Après le broyage, des systèmes de dosage automatisés pèsent chaque composant, poudre de chamotte, poudre d'argile, eau et autres additifs éventuels, avec une précision d'ordinateur, selon la recette du type de réfractaire visé. Tout ce mélange est envoyé dans de puissants malaxeurs, où il est intensément brassé, jusqu'à former une masse parfaitement homogène, connue sous le nom de composition. Ensuite, cette masse informe doit prendre forme. La méthode la plus courante est le pressage semi-sec. La composition, contenant une quantité minimale d'humidité, est chargée dans des moules métalliques de haute résistance. Puis, une presse applique une force énorme, mesurée en centaines de tonnes, comprimant la masse dans la matrice en acier. Grâce à cette pression colossale, les particules se rapprochent au maximum, chassant l'air, et à la sortie, nous obtenons un bloc dense et lisse à la géométrie parfaite, la brique crue. Bien qu'elle ait déjà sa forme, elle est encore très fragile et sensible à l'humidité. L'étape suivante ne demande pas de la force, mais de la patience et de la précision. La brique crue est délicatement disposée sur des wagonnets
et envoyé dans de longs séchoirs tunnels. C'est une phase lente et délicate qui peut durer d'1 à plusieurs jours. À l'intérieur du séchoir, un microclimat est minutieusement contrôlé. La température augmente progressivement tandis que l'humidité diminue. Il est crucial que l'humidité s'échappe de la brique de manière parfaitement uniforme sur toute son épaisseur. Toute précipitation ou violation du régime entraînerait un séchage plus rapide des couches externes que des couches internes, ce qui créerait des tensions internes critiques et ferait tout simplement éclater la brique de l'intérieur. Quand toute l'eau physiquement liée est éliminée, vient le point culminant de tout le cycle de production, la cuisson. La brique entre dans le tunnel de feu du four, où une véritable renaissance l'attend. En se déplaçant lentement à travers les différentes zones du four, elle est progressivement chauffée jusqu'à des températures de pointe qui, pour la brique de chamotte, atteignent 1400 degrés et pour les variétés à haute teneur en alumine peuvent dépasser 1750 degrés. Ce n'est pas un simple séchage, c'est une métamorphose profonde. À de telles températures, des réactions chimiques complexes se déclenchent. Les particules de minéraux s'amollissent en surface et se fritent entre elles, formant une structure céramique solide et dense. Dans le système alumine-silice, se forment de nouveaux composés cristallins, notamment des cristaux aciculaires de mullite qui, tels des armatures, parcourent toute la structure de la brique, lui conférant une solidité et une résistance thermique exceptionnelles. Après avoir passé le pic de chaleur, la brique traverse tout aussi lentement la zone de refroidissement. Cette étape n'est pas moins importante, car un refroidissement rapide provoquerait un choc thermique et détruirait le produit qui vient d'acquérir sa résistance. À la sortie du four, apparaît un produit entièrement nouveau, un bloc dur, sonore, légèrement rugueux au toucher, qui ne craint pas le feu. Ensuite, ce n'est que du contrôle. Chaque pièce subit une inspection rigoureuse de ses dimensions géométriques et de l'absence de défauts, après quoi elle est marquée, emballée et envoyée accomplir sa mission principale, contenir les flammes. Pour prendre conscience de la véritable importance de la brique réfractaire, il faut se pencher sur le langage des chiffres. Le marché mondial des matériaux réfractaires est une industrie évaluée à plus de 30 milliards d'euros par an, et plus de 70% de toute cette masse colossale de produits est consommée par un seul secteur, la sidérurgie. Le revêtement protecteur intérieur d'un seul grand haut fourneau peut nécessiter de 2 à 4 000 tonnes de réfractaire. Et une seule poche de coulée d'acier, dans laquelle on transporte des centaines de tonnes de métal liquide, consomme plusieurs jeux de garnissage par an. Une brique de chamotte standard, la plus courante, pèse environ 3,5 kg et peut résister à une température allant jusqu'à 1690 degrés Celsius. À l'échelle industrielle, cela signifie que des millions de tonnes de ces briques montent au lagarde chaque année, contenant une énergie thermique équivalente à celle de milliers de volcans. Le champ d'application de la brique réfractaire est aussi vaste que les processus à haute température qui sont à la base de notre civilisation. Son principal consommateur est, sans conteste, la sidérurgie. Ici, elle est absolument indispensable. On garnit de briques réfractaires l'intérieur des hauts fourneaux où la fonte naît du minerai. On en revêt les convertisseurs à oxygène et les fours à arc électrique, où la fonte est transformée en acier. Les énormes poches de coulée qui transportent le métal en fusion sont également protégées de l'intérieur par une armure de réfractaire. Et pour chaque zone de l'équipement, on choisit un type de brique spécifique, capable de résister non seulement à la température, mais aussi à l'agression chimique du bain de fusion et des scories.
Le deuxième consommateur en importance est l'industrie du ciment. Les longs fours rotatifs de plusieurs centaines de mètres, dans lesquels on cuit le clinker de ciment à 1450 degrés, sont entièrement garnis à l'intérieur de types spéciaux de briques réfractaires. Sans cette protection, la carcasse en acier du four brûlerait en quelques minutes. L'industrie du verre ne peut pas non plus exister sans les réfractaires. Les immenses fours à bain, où la masse de verre est fondue à environ 1600 degrés, sont construits avec des types de briques particuliers, très résistants, capables de supporter pendant des années non seulement la chaleur, mais aussi l'attaque chimique agressive du verre en fusion. Outre ces géants, on utilise la brique réfractaire dans la production d'énergie thermique, pour le garnissage des chaudières et des foyers, dans l'industrie chimique et pétrochimique pour le revêtement des réacteurs et des incinérateurs de déchets. Et bien sûr, à une échelle beaucoup plus modeste, nous la retrouvons dans notre quotidien. C'est avec de la brique de chamotte que l'on construit les cheminées, les poêles et les conduits de fumée, car elle garantit la sécurité et la longévité, en contenant fidèlement la chaleur au cœur de notre foyer. Chaque année, dans le monde, plus d'1,5 milliard de tonnes d'acier sont coulées. Mais seule une infime partie de cette masse se transforme en véritables géants. Des arbres de transmission longs comme un bus et lourds comme un char d'assaut, capables de faire tourner des turbines, de propulser des navires et de résister aux assauts des éléments. On ne les emboutit pas, on les forge, on les trempe et on les polit avec une précision au dixième de millimètre près. C'est une histoire de puissance, de feu et d'acier domptée par l'homme. Mais le plus fascinant n'est pas dans le processus. Il y a un détail qui n'est mentionné dans aucune fiche technique. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez pourquoi même l'acier le plus résistant finit parfois par céder. Tout ne commence pas sur une machine-outil, mais dans un atelier de fusion, là où le métal n'est pas encore de l'acier, mais juste une idée, une lueur ardente au-dessus des creusets. Les arbres pour turbines ou hélices ne sont pas faits de n'importe quoi, mais uniquement d'acier allié à haute résistance, où tout est calculé. Le nickel pour la ténacité, le chrome pour la solidité, le molybdène, pour qu'ils ne frémissent même pas sous des rotations folles. Le métal est chargé dans le four, chauffé à 1600 degrés Celsius, et il fond, lourd, dense comme du magma. Toutes les impuretés, scories, gaz, microdébris, sont impérativement éliminées. Après la fusion, le métal est coulé dans des moules. Mais ce n'est pas encore la pièce finie, juste un lingot, épais, brut, comme une billette qui pèse parfois de 20 à 100 tonnes, selon sa future destination. Cette ébauche retourne au feu. Elle est chauffée dans un four de forge à une température d'environ 1250 degrés, jusqu'à ce que l'acier devienne d'un jaune éclatant, presque blanc, mais pas encore liquide. Dans cet état, il est malléable comme une pâte fraîche, mais son poids, lui, ne disparaît pas. Plusieurs dizaines de tonnes de masse incandescente que l'on ne peut pas pousser avec une pelle. La future ébauche est extraite par un pont roulant et la préparation au forgeage commence. Et c'est alors que le futur arbre se retrouve sous une presse hydraulique. Une presse de 20 000 tonnes de pression, parfois même plus. Sous la presse, la masse commence à s'étirer, à se compacter, à passer d'un simple lingot à une forme fonctionnelle. Les ouvriers surveillant la température, les axes, les fissures qui pourraient anéantir toute la pièce. Ici, personne ne se presse. Le temps et la force doivent travailler de concert. Chaque compression est un jeu avec la plasticité.
La presse réorganise la structure granulaire de l'acier, la renforce le long de l'axe, lui ajoute de la ténacité, de l'endurance. Car cet arbre ira ensuite dans une turbine qui fonctionne sous des charges allant jusqu'à 600 tours par minute et un vent de plus de 90 km/h, ou sur une hélice qui doit propulser un navire à travers les tempêtes. Quand l'arbre est déjà forgé et a un peu refroidi, commence l'étape sans laquelle il ne résistera pas au vent, ne supportera pas le couple de l'hélice, ne survivra pas aux charges de torsion. Il faut le tremper. Chaque arbre représente des dizaines de tonnes d'acier, et la température en son cœur baisse plus lentement qu'à l'extérieur. C'est pourquoi on le réchauffe d'abord entièrement à nouveau, jusqu'à près de 1000 degrés, parfois plus, selon la nuance de l'acier. C'est l'austénitisation. La structure du réseau cristallin change. L'acier devient plus homogène, prêt à encaisser les chocs et les charges à venir. Ce réchauffage dure des heures, parfois plus d'une journée. La température est maintenue stable dans des fours plus grands qu'un garage de bus, avec un pupitre de commande qui ressemble davantage à la salle de contrôle d'un réacteur. Là, on contrôle chaque degré, car en cas de surchauffe ou de saut de température, l'arbre se déformera et il n'ira ni dans une turbine, ni sur un navire. Après le chauffage, la trempe. Un refroidissement brutal. L'arbre géant est soulevé par des grues et des chaînes au-dessus d'un bain d'eau ou d'huile, et parfois de solutions polymères. Le métal, chauffé à blanc, plonge en sifflant dans le bain. De la vapeur s'échappe de la surface, et le bruit est tel qu'on ne survivrait pas sans bouchon d'oreille. La température chute de 900 à 100 degrés en quelques minutes, et tout change dans l'acier. Une structure martensitique apparaît, dure comme l'os, prête à encaisser la charge. Mais elle est fragile. Et pour supprimer cette rigidité excessive, on procède ensuite au revenu de l'arbre. C'est l'étape suivante. Une température d'environ 550 degrés, parfois plus. Ici, la structure se stabilise, les tensions diminuent, l'âme du métal s'apaise. Ce processus se déroule lentement, jusqu'à 24 heures, selon les dimensions. L'arbre se transforme progressivement en un équilibre de solidité et de plasticité, en un véritable muscle de métal. Après le traitement thermique, l'arbre est déjà une force. Mais une force brute, pas encore domptée. À l'extérieur, il est noir, couvert de calamine. Sa surface ressemble à la peau d'un dragon. Irrégulière, avec de petites cavités par endroits. Des éclats de brillance ici, des traces de suie là. On ne peut pas le monter tel quel dans une turbine ou sur une hélice. Il faut l'amener à la précision, à un éclat de miroir, au micron près. On commence par un usinage grossier. L'énorme arbre, qui pèse autant qu'un char, est placé sur un centre de tournage-fraisage, mais pas n'importe lequel. Ici, la machine ressemble plus à une structure souterraine. Un bâti avec un guide massif, un chariot de la taille d'une armoire, un mandrin qui fait tourner des pièces de plusieurs dizaines de tonnes. Et quand ce chariot touche le métal, des étincelles jaillissent, des copeaux volent, et le bruit est tel qu'on l'entend jusqu'au toit. On ne polit pas qu'une seule fois. Après le tournage grossier, vient le fraisage des zones d'ajustement, des trous pour les clavettes, des brides, des rainures. Ici, on ne mesure pas à l'œil nu. Des lasers, des scanners 3D, des micromètres, des capteurs spéciaux qui détectent des écarts de l'ordre du dixième de millimètre. Quand la forme est déjà définie, vient le plus délicat, le polissage de finition.
La surface est frottée jusqu'à ce qu'elle commence à briller comme du mercure. Des cylindres abrasifs tournent à grande vitesse, avec un système de refroidissement. Pendant le travail, la température atteint encore 150 degrés, mais elle est contrôlée, dans des limites qui ne perturberont pas la structure. Parfois, selon les exigences du client, on ajoute un rechargement laser ou un chromage pour protéger de la corrosion ou de l'usure. C'est particulièrement important pour les arbres marins, car là-bas, le sel, l'humidité, la pression ne pardonnent pas la rouille. À la fin, l'arbre subit un équilibrage dynamique. On le fait tourner à haute vitesse, 600 ou 800 tours par minute, selon le modèle. Des capteurs enregistrent les micro-vibrations et des spécialistes ajoutent ou enlèvent des grammes de métal là où c'est nécessaire. Pour qu'en service, l'arbre file droit comme une flèche, sans battement, sans vibration. Au final, ce qui n'était il y a quelques semaines qu'un morceau de métal incandescent est maintenant un axe de rotation parfaitement ajusté qui ira dans une éolienne, dans le propulseur d'un navire ou dans un géant industriel. Lisse, miroitant, avec un poinçon de qualité et un numéro de série, il attend son voyage vers la mer, la steppe, ou là où une force de rotation précise est requise. L'arbre est prêt. Il brille, pèse plusieurs dizaines de tonnes et est long comme un bus de ville. Mais il faut encore le livrer là où il deviendra le cœur d'une turbine ou l'hélice d'un navire. Pour cela, on fait appel à l'artillerie lourde, des plateformes à 12 ou 20 essieux, une grue de 300 tonnes, une escorte, une autorisation de circulation et même le démontage de lignes électriques. L'arbre est arrimé avec des chaînes tendues, comme sur un char, car le moindre déplacement, et ce sont des millions de dégâts. Il avance lentement, avec des gyrophares, parfois la nuit, pour ne pas bloquer les routes. Sur place, le levage, centimètre par centimètre, car le châssis attend déjà. Le montage, c'est de la précision. Tout doit coïncider au micron près, car une telle masse ne donne pas de seconde chance. Et voilà, l'arbre est en place. Mais dès que la turbine sera lancée, il commencera à faire tourner le monde.